De son flanc ouvert coulait un épais filet de sang. Il laissa tomber le glaive qui pendait, rougi, à son bras, et bredouilla. Il voulait me tuer. Il fallait bien que je me défende. Il s'est battu vaillamment, il a vaincu, tonna Myricus. Prenez exemple sur lui. Fulgur, ravi d'avoir à la fois un vainqueur et un blessé, l'entraînait déjà. Suis-moi à l'infirmerie. Je vais te raccommoder ça. Basile se mit en marche, la main droite compressant sa blessure. À la porte, il se retourna et chercha Milos du regard. Dans ses yeux, il n'y avait aucune joie, juste une expression de profonde tristesse et de dégoût pour ce qu'il venait de faire. Bonne chance, mon copain, dit-il. À tout à l'heure. Laisse-toi pas faire, hein? À tout à l'heure, réussit à répondre Milos, et les mots se nouaient dans sa gorge. Myricus s'en alla à son tour, en lui recommandant de ne pas rester immobile. Il y aurait, avant le sien, 2 combats opposant entre eux des gladiateurs venus d'autres camps. Il se mit aussitôt à ses exercices, mais constata, dans un sentiment de panique, que la peur modifiait toutes ses perceptions. Le poids de son glaive, la longueur de son bras, la vitesse de ses jambes, c'était comme s'il avait perdu soudain le contrôle de son corps. Ses courses lui paraissaient lentes, ses appuis incertains. Je ne sens plus rien, gémit-il, près de l'affolement. C'est normal, fit une voix toute proche. Ça fait toujours ça avant d'y aller. Viens te battre avec moi. Il reconnut Messor, qui se campait devant lui pour lui servir de partenaire. Tous deux ne s'étaient pas adressé une seule fois la parole jusqu'à ce jour. Merci, murmura Milos, plein de reconnaissance. Les quelques assauts qu'ils échangèrent le sortirent de sa torpeur. Et quand Myricus apparut de nouveau à la porte, avec les 2 soldats, il avait retrouvé un peu de confiance. Milos appela l'entraîneur sans émotion apparente. Au moment de sortir, Milos éprouva le besoin de saluer un de ses compagnons. Comme Basile n'était plus là, il choisit Messor, avec qui il venait de partager les derniers instants. Il marcha vers lui et lui serra la main. Au revoir, mon garçon, et bonne chance, grommela le gladiateur. Dans le couloir, Myricus répéta plusieurs fois de suite les mêmes recommandations. Attention à son allonge, il est grand. Il faut qu'il te croie droitier jusqu'au bout, tu m'entends? Milo s'entendait, mais les mots de son entraîneur étaient lointains et irréels. À 2 reprises, il fut sur le point de s'évanouir, mais ses jambes continuèrent à le porter sans faillir. Les 4 hommes suivirent le couloir et s'engagèrent sous les gradins. Au-dessus de leurs têtes se mêlaient les voix et le piétinement des spectateurs. Les planches gémissaient sous leur poids. Une trompe retentit. 3 notes graves et longues. Milos comprit qu'elles annonçaient son arrivée. Les 2 soldats s'arrêtèrent à un portillon qu'un garde ouvrit, cédant le passage. Myricus poussa doucement Milos dans le dos, et le jeune homme déboucha dans l'arène. La violence du choc le fit chanceler. Il reçut tout à la fois les milliers de regards braqués sur lui et la lumière éclatante des projecteurs sur le sable jaune. C'est comme naître, se dit-il. Les bébés doivent éprouver cette violence quand ils sont projetés dans la vie en sortant du ventre de leur mère. On ne lui avait pas menti. L'aire de combat était la même que dans le camp d'entraînement, et sous ses pieds le sable possédait la même consistance. Cependant, rien n'était plus pareil. Ici, l'espace s'ouvrait vers le haut. Au-delà des palissades, les rangées de gradins montaient vers le toit en un gigantesque coquillage, et la foule s'y entassait. Myricus le conduisit devant la tribune d'honneur, où trônait une dizaine de phalangistes en par-dessus. Parmi ces hommes assis aux meilleures places, il reconnut immédiatement le géant roux et barbu qu'il avait aperçu à l'internat quelques mois plus tôt, Van Vlick. Il se revit allongé dans les combles, Hélène contre lui, complices tous les 2. Il se rappela le rire de la jeune fille, le contact de son épaule contre la sienne, son souffle si proche dans le silence du grenier, et le trouble qu'il avait ressenti à cet instant. Est-ce qu'une telle douceur avait vraiment pu exister? Était-ce bien lui qui avait vécu cela? Il se croyait invincible alors. Comme ce temps était loin. À présent, les barbares le tenaient, et il allait devoir se battre à mort pour eux, pour leur plaisir et pour sa survie. Pour revoir Hélène aussi.
Elle l'attendait quelque part, il en était sûr. Pour elle, il lui fallait oublier tout ce en quoi il avait cru sa vie durant. Les règles, le respect de l'adversaire. Il ne fallait plus être que rage et désir de meurtre. Voilà. Une sueur brûlante coula dans ses yeux et l'aveugla. Il passa la main sur son visage. Milos, annonça Miricus, à l'intention des représentants du régime. Novice. Et il nomma le camp d'où il venait. Un petit homme sec, voisin de Van Vliet, plissa les yeux. Milos Ferenczi? Milos approuva de la tête. Alors, tu vas nous montrer comment tu fais pour tuer les gens, s'amusa l'homme. Milos ne broncha pas. Miricus le prit par le bras et l'entraîna de l'autre côté de l'arène. L'allonge, la main droite d'abord, répéta-t-il une dernière fois avant de disparaître. Le portillon opposé s'ouvrit et Milos vit apparaître son adversaire. C'était un long type maigre au crâne rasé, suivi de son entraîneur, qu'il dominait d'une tête. Les deux se dirigèrent à leur tour vers la tribune d'honneur. À la distance où ils se trouvaient maintenant, Milos n'entendit ni le nom, ni l'origine de celui contre lequel il allait se battre. Le silence tomba d'un coup, quand il n'y eut plus sur l'arène que les deux gladiateurs face à face. Une vingtaine de mètres les séparaient. Milos fit quelques pas en direction de l'autre, et celui-ci l'imita. Il avait le dos voûté des hommes trop grands, la poitrine plissée, flasque et couverte de poils blancs. Son glaive pendait au bout d'un bras qui n'en finissait pas. Ses joues creuses étaient grises de barbe. Milos lui donna plus de 60 ans. Aucun combattant n'atteignait cet âge dans le camp d'où il venait. C'est un grand-père, se dit-il. Je ne peux pas me battre contre lui. Les paroles de Miricus lui revinrent et prirent tout leur sens. Ne te laisse pas attendrir. Lorsqu'il n'y eut plus que 5 mètres entre eux, ils firent le même mouvement. Ils plièrent leurs genoux et tendirent vers l'avant leurs bras armés du glaive. Milos résista à la tentation impérieuse de passer son arme dans sa bonne main. Ils restèrent ainsi à s'observer presque immobiles. Quelques sifflets éclatèrent dans les gradins, puis des cris « Allez, attaque !» suivis d'encouragements grotesques. « Kss, kss !» comme lorsqu'on veut exciter deux animaux pour qu'ils s'agressent. Ils sont impatients de voir couler notre sang, pensa Milos avec dégoût. Ils sont bien à l'abri, dans les gradins et sûrs de leur impunité. Est-ce qu'un seul parmi eux aurait le courage de franchir la palissade et de venir se battre sur ce sable? Non, ils sont trop lâches. Ils ne méritent pas que je leur fasse le cadeau de ma vie. Il était à présent à moins de 3 mètres de son adversaire, dont le front était barré de rides profondes, et il lut dans les yeux de celui-ci la même peur qu'il étreignait lui-même. Il se força à l'ignorer. Il fallait haïr cet homme et non avoir pitié de lui. Il souffla bruyamment par le nez, durcit son regard, serra son glaive à s'en faire mal et fit un pas de plus. C'est l'instant que choisit l'autre pour se casser soudain en avant, à la manière des épéistes. Il piqua de sa lame la cheville nue du garçon et rompit aussitôt. Milos poussa un cri de douleur et vit son pied se couvrir de sang, tandis que les applaudissements et des rires saluaient cette attaque insolite. La vague compassion que Milos avait éprouvée l'instant d'avant s'évanouit d'un coup. Cet homme maigre et trop âgé était là pour le tuer, et il le ferait sans scrupule à la moindre occasion. Il décida de se tenir davantage sur ses gardes. Comme l'autre avançait à nouveau vers lui, il passa soudain son glaive dans sa main gauche et commença à se déplacer à rapides petits pas latéraux, obligeant son adversaire à tourner sur son mauvais côté. Celui-ci parut dérouté quelques instants, puis il plongea à nouveau vers l'avant, une fois, 2 fois, encore et encore, toujours vers les jambes de Milos ou vers ses pieds. « Tu crois m'avoir comme ça ?» s'amusa le garçon, retrouvant ses réflexes de lutteur en compétition. « Tu vas m'attaquer 10 fois par le bas, me faire pencher 10 fois vers l'avant pour protéger mes jambes, et la 11e, tu m'attaqueras en haut et tu m'ouvriras la poitrine, c'est ça? Eh bien, vas-y, je t'attends. » Ils continuèrent ainsi leur danse mortelle, chacun fidèle à sa stratégie. Le vieux provoquait sans cesse vers le bas. Milos sautillait autour de lui. Le combat durait depuis peu, mais la tension était si forte que l'un et l'autre étaient déjà hors d'haleine et dégoulinants de sueur. « Attaque-moi en haut !» suppliait Milos pour lui-même. Son pied le brûlait
et laissait à chaque pas une traînée rouge sur le sable. « S'il te plaît, attaque-moi en haut, une seule fois, regarde, je me penche, je t'offre ma poitrine, allez, n'hésite plus !» Cela ne manqua pas. Le vieux combattant se rua soudain vers l'avant, tendant son glaive à l'horizontale au bout de son bras immense. Il poussa un cri déchirant, dans lequel il y avait plus de désespoir que de rage. Milos l'attendait là. Il esquiva de justesse et trébucha sur le côté. L'autre aussi fut déséquilibré par son assommant. Il gisait maintenant au sol, le visage dans le sable. Milos, plus jeune, fut le plus prompt. Il se redressa en une fraction de seconde et bondit. Il écrasa de son genou le dos blanc et trempé de sueur de son adversaire trop lent et, le coude haut, il piqua la pointe de son glaive sur la nuque ridée. De sa main libre, il immobilisa la tête et de sa jambe le bas du corps. Mais tout cela était désormais inutile. Le vieux semblait bien pitoyable avec sa respiration haletante. La salive qui coulait de sa bouche tordue, se mélangeant au sable, et la plainte faible qui sourdait de ses lèvres. La foule avait grondé et elle attendait maintenant le sacrifice pour lequel elle était venue. Milos éprouva pendant quelques secondes une sensation violente. J'ai vaincu. Mais elle fut aussitôt chassée par une autre épouvantable, celle de revivre un cauchemar. Voilà qu'il se trouvait à nouveau, sans l'avoir voulu, maître de la vie d'un être humain livré à sa merci. Quelques mois plus tôt, dans la montagne, la solitude et le froid, il s'était résolu au geste terrible afin de sauver Hélène qui tremblait de froid et de peur derrière le rocher et afin de protéger les deux autres évadés. À présent, il lui fallait tuer pour se sauver lui-même et cela se déroulait sous la lumière aveuglante des projecteurs, sous le regard trouble des spectateurs que l'excitation faisait se lever pour mieux voir, rangée après rangée. À quoi voulait-il assister? À son humiliation? Il voulait le voir achever ce vieil homme qui pourrait être son grand-père. Il comprit qu'il serait incapable de donner cette mort qu'on exigeait de lui. Comment entrer davantage cette lame dans le corps d'un vaincu? Comment vivre après cela? Il avait imaginé pouvoir le faire dans un mouvement de défense pour se sauver. Là, il s'agissait d'un meurtre, ni plus ni moins. Non, il ne leur ferait pas ce plaisir. Il allait relâcher son étreinte, se relever, et il arriverait ce qui devait arriver. Le vieil homme serait déclaré vainqueur. Quant à lui, on le livrerait sans armes à un gladiateur, puis à deux, puis à trois s'il le fallait, et il mourrait sous leurs coups. On verra, se dit-il, on verra. La foule vociférait, maintenant, et hurlait des mots qu'il ne comprenait pas. Il se pencha sur son adversaire, se coucha presque sur lui. « Qu'est-ce que tu fais » fit le vieux dans un râle. « Tue-moi !»« Et sauve-toi, tu es jeune. »« Je ne peux pas, répondit Milos. Il releva son glaive, dont la pointe avait tracé une virgule de sang, sur le cou ridé. Il le jeta à 2 mètres de lui et attendit à genoux. « Faites de moi ce que vous voulez maintenant. » À cet instant, au lieu des protestations attendues, il y eut un silence étrange, comme ceux qui précèdent un événement terrible, un tremblement de terre peut-être. Un premier choc sourd ébranla l'arène. Les bouches s'ouvrirent, les oreilles se dressèrent, et on entendit le deuxième choc, aussi lourd, aussi profond. Les hommes de la phalange se levèrent et quittèrent précipitamment la tribune. D'autres spectateurs les imitèrent, et l'agitation se répandit dans tous les gradins. Le vieil homme, le visage livide, s'était agenouillé près de Milos. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais plus personne ne se souciait d'eux. « Ils enfoncent la porte !» hurla une voix. Ce fut le signal de la panique. On se mit à courir en tous sens, dans les travées, à se bousculer, à la recherche d'une sortie dérobée. Qui était ce « il » ? Qui enfonçait la porte ? Milos, tenu dans l'ignorance de tout depuis des mois, hésita à y croire. Et pourtant, il fallait bien se rendre à l'évidence. Ceux de la phalange avaient maintenant disparu. Quelques soldats désemparés attendaient des ordres qui ne venaient plus, et le public tentait de fuir en un sauve-qui-peut affolé. Qui d'autre que des résistants aurait pu provoquer pareille débandade ? Au moment où Milos et le vieil homme se remettaient sur leurs jambes, le cœur battant la chamade, les portillons s'ouvrirent de part et d'autre, et les gladiateurs, libérés de leurs cellules, surgirent en poussant une clameur effrayante, leurs glaives brandis
au-dessus de la tête. Ils envahirent l'arène et se lancèrent à l'assaut des palissades. Leurs visages farouches, leurs cris sauvages semèrent la terreur parmi les spectateurs épouvantés. « Basile !» appela Milos, et il chercha son ami dans la foule des combattants. Le jeune homme cheval ne connaissait sans doute pas l'issue de son combat, et il fallait le rassurer. Puis il se rappela la blessure, le sang sur son côté. Peut-être Basile était-il atteint gravement. Où pouvait bien se trouver cette infirmerie évoquée par Fulgure? Sans doute dans une pièce voisine des cellules. Il se fraya un chemin à contre-courant, franchit le portillon, passa sous les tribunes secoué par le fracas des spectateurs en fuite, remonta le couloir et atteignit bientôt la vaste cellule où il avait passé la nuit avec ses compagnons. Elle était vide. Il n'y gisait, entre les paillasses, que la chemise et les sandales de Flavius, mort dans l'arène, et les siennes, à lui, qui avait survécu. Il les enfila et sortit. « Basile !» Il s'en alla cette fois sur la droite, ouvrant à la volée toutes les portes qu'il rencontrait. Tout au bout, un escalier de bois, raide et vermoulu, montait à un étage par une trappe ouverte. Il lâcha son glaive et monta les échelons. « Basile, tu es là ?» Il passa juste la tête pour inspecter la pièce. Elle était vide, éclairée très faiblement par une minuscule ouverture creusée dans le mur de terre. Il redescendit et, quand il se retourna, il vit Caius qui lui barrait le passage, son glaive à la main. Le sien avait été jeté plus loin, hors d'atteinte. « Alors, le chat, tu craches plus ?» Milos se figea. « Caius, arrête, on est libre. » L'autre n'entendait pas. Il s'avança, l'œil halluciné, ramassé sur ses jambes, bras écartés, prêt à bondir. Il serrait son arme à s'en blanchir les jointures. « Je vais t'apprendre à griffer, saleté !» jura-t-il entre ses dents. Sur son visage haineux, les cicatrices semblaient plus hideuses encore. Elles dessinaient un entrelac de reliefs violacés. Caius supplia Milos. « Arrête, on va se parler, hein ?»« Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les chats? Dis-moi, Caius, on va se parler, d'accord ?» Le fou fit un pas de plus, haletant, ivre de colère. « Je vais t'apprendre à griffer, » répéta-t-il, et ses yeux lançaient des lueurs assassines. « Donne-moi au moins mon glaive, » demanda Milos, en s'efforçant de ne pas faire de gestes brusques. « Je suis un gladiateur comme toi, j'ai le droit de me défendre, donne-moi mon glaive. Tu m'entends, Caius ?» L'autre ne répondit pas. « Caius, » supplia Milos dans un souffle, « je t'en prie, c'est trop bête, on est libre. Tu sais qu'on est libre? Et je ne suis pas un chat, tu sais, je ne suis pas un chat. » Caius n'entendait pas. Aucune parole ne pouvait l'atteindre dans son délire. Alors Milos comprit qu'il était en danger de mort. Il hurla de toutes ses forces. « Au secours, aidez-moi !» Il n'y eut aucune réponse. Le couloir était trop étroit pour qu'il puisse s'échapper sans buter sur Caius, et celui-ci allait l'attaquer d'une seconde à l'autre. Il le voyait bien. Sans réfléchir davantage, il bondit dans l'escalier derrière lui et le gravit, s'aidant autant de ses mains que de ses jambes. 2 marches s'effondrèrent sous son poids. Une fois en haut, il se colla au mur du fond. Caius l'avait déjà rejoint. Le terrible face-à-face reprit, mais cette fois dans la pénombre. Milos chercha en vain les mots qui pourraient arrêter la folie de cet homme dont il ne distinguait plus que la forme sombre à 2 mètres de lui. Ils se tinrent ainsi quelques secondes, brassant l'air de leur souffle haletant. Et soudain, à un mouvement furtif, à un changement de respiration de son adversaire, Milos eut l'intuition que celui-ci allait se précipiter sur lui et l'abattre. Alors il prit les devants et se jeta le premier. Tout alla très vite. Le fer entra dans son ventre en une longue et froide fulgurance. Ce fut le seul coup donné. Il s'effondra sur les genoux, stupéfait. Quand il reprit conscience, il était seul. Au loin, les chocs sourds résonnaient toujours contre le portail d'entrée de l'arène. Il gisait sur le côté, recroquevillé sur lui-même.